Y'a personne, pauvre con. Sauf nous. Allez, file-moi ton pognon, connard. Allez. Allez. T'as entendu, mec? Sinon, je te les coupe, enfoiré. C'est ça que vous voulez? Hein? Vous voulez ça? Vous voulez mon fric? Alors venez le prendre! Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4ème cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 17ème épisode de Hiking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors, déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Hey, salut mon petit Jazz. Eh ben écoute, ça va super. Et mine de rien, tic-tac, le compte à rebours est lancé. On approche doucement mais sûrement du 20e épisode. Oui, on va vous remettre à profit. J'ai hâte. Et franchement, ça passe à une vitesse. Parce qu'entre nos formats classiques, où on alterne entre les films sérieux et les films un peu plus drôles avec les nanars, bah mine de rien, on avance. Et tu vois, on a dans le viseur, c'est pas si loin que ça d'avoir la première année du podcast révolue. Donc franchement, toujours un énorme kiff de faire ça. Et franchement, je suis content qu'on s'éclate toujours autant à faire ça. Et puis j'espère qu'en tout cas, les auditeurs, ça vous plaît toujours ce qu'on vous propose. Je suis bien d'accord, c'est vraiment trop cool. Et après un épisode de Fou Furieux avec Black Ninja, aujourd'hui on passe changement à un film d'ambiance, qu'on aime. Changement d'ambiance, c'est un film qu'on aime beaucoup. Mais avant de commencer cet épisode qui parle à l'homme, on va répéter le concept. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique, qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bref mon cher Seb, aujourd'hui on va introniser un nouvel acteur dans l'émission. Il s'agit de Jeff Speakman et on va parler de L'arme parfaite de Marc Dissal. Et tout de suite, la bande-annonce. Sans que vous croisez dans la rue. Aboule ton pognon, enfoiré. Sauf sur un point. Vous voulez mon fric? Hein? C'est ça que vous voulez? Il ne se laisse pas impressionner. Pas de problème. Les films Paramount présentent la star internationale du Kenpo, Jeff Speakman. Vous devriez respecter l'organisation. Y a un problème? Bien. Et Terminator, je ne sais pas d'où vous venez, mais vous feriez mieux de disparaître. C'est le gang des points d'or. Vous êtes un homme mort. La tragédie qu'il n'a pu empêcher. Une signature d'exécution qu'on a souvent vue. L'entraîne dans un monde interdit et dangereux où il ne peut compter que sur son arme meurtrier. Qui a tué qui? Tu ne régleras pas ça tout seul, tu m'as compris? Et on dit qu'une question ne coûte rien. Tout le monde sait que c'est Young qui a tué Kim du Schnock. Sherlock. Allons, nous sommes prêts. Je crois que Yang a une petite dette envers moi. Et je veux qu'il me la règle. Il n'a pas d'arme à feu. Il n'a jamais peur. Es-tu plus rapide qu'une balle? Il n'a pas d'égal. Aucun problème. Dans ses débuts explosifs à l'écran, Jeff Speakman est l'arme parfaite. Alors, l'arme parfaite à ne pas confondre avec, parce que son titre VO c'est The Perfect Weapon, à ne pas confondre avec The Perfect Weapon avec Steven Seagal. Ce n'est pas le même film, ne vous trompez pas. On va bien parler du film qui date de 1991 et pas de 2000 et des bananes, ou 2010 et des bananes, où on a un Seagal ventripotent. Bref, je te laisse reprendre la main, désolé. Est-ce que c'était la blague que tu m'as teasée en disant j'ai préparé un truc ?
Ouais, j'avoue. Putain, j'en étais sûr. Excellent. C'était pas donc, très bon. Mais quand non, j'ai mais vu c'est très bien, que c'est les bien. deux films portaient le même nom, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, ça aurait été une erreur grave et une faute lourde. Voilà. Je me serais auto-viré du podcast. Bon, alors, L'Arme Parfaite, c'est un film qui est sorti en 1991. C'est un film réalisé par Marc Dissal. Alors, il me semble pas qu'il soit sorti chez nous au cinéma, mais aux États-Unis, il est sorti. Il a eu un succès plutôt modéré, puisque c'est un film qui a rapporté 14 millions de dollars aux USA pour un budget avoisinant les 10 millions de dollars. Ce qui est plutôt pas mal. Non, ce qui est plutôt pas mal. Il a dû bien se gaver sur le marché de la vidéo, certainement. Tout à fait. Il a dû bien se gaver sur le marché de la vidéo. On va pas se mentir, il y a quand même de la concurrence. On en avait parlé un peu avec l'épisode dans les griffes du dragon rouge, où on mentionnait, parce que c'était la même année, on mentionnait qu'il y avait quand même beaucoup de concurrence, Justice Sauvage notamment. Il y avait aussi Double Impact qui était sorti à cette époque-là. Et donc du coup, en fait, le cinéma d'arts martiaux, c'était un peu les années début 90, c'était un peu le best of the best, quoi. Ils étaient au top of the pop du comment dire du film d'arts martiaux, et donc du coup on a un Jeff Speckman, mais avant que je parle de Jeff Speckman ou Jeff Speckman, voilà, on a plusieurs prononciations. J'aurais dit Speakman, moi, parce que du Speakman, speak. alors c'est donc Speakman, on va rester sur Speakman. Mon cher Seb, peux-tu nous parler de ce film, s'il te plaît? Ouais, alors on suit en fait donc le personnage de Jeff, qui donc il a le même prénom que l'acteur, qui est appelé en fait pour rendre visite à un ami d'enfance. Et ce qui est très bien fait, je trouve, dans l'introduction de ce film-là, c'est qu'en fait, pendant que Jeff est en train de rouler, on revoit, en fait, il y a tout un flashback où on comprend que Jeff a eu une enfance un peu difficile, qu'il était bagarreur à l'école, que son père l'a renvoyé de la maison, et qu'il a été éloigné de sa famille, de son père, puisque la mère est décédée, et de son frère, pour lequel il était super proche. Et il a noué des liens avec Kim, si je dis pas de bêtises, qui du coup fait appel à lui parce que justement il souhaite le revoir, etc. Sauf qu'au même moment où Jeff revient rendre visite à son vieil ami et essaie de reprendre contact avec sa famille, et malheureusement Kim est sauvagement assassiné par la mafia du coin. Donc là c'est la mafia coréenne, et forcément Jeff va aller en découdre avec eux et va se faire justice lui-même, et il va être justement un peu en confrontation avec son frère, qui entre-temps est devenu policier, est devenu enquêteur de police. On l'a pas dit, le père de Jeff Speakman, et je crois était un officier de police, ou je sais plus si c'était pas commissaire, un truc comme ça. Mais bref, en tout cas, on va avoir les deux styles qui vont se confronter. Bon, ça va être surtout pour donner la part belle à Jeff Speakman et au coup de tatane dans la rue, puisque il va aller faire parler son arme à lui, qui sont ses poings. Ouh, alors ça c'est très beau. Alors en plus, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un nouvel art martial dans l'univers hollywoodien, parce qu'on n'avait pas vu un peu le karaté Kempo au cinéma, et cette fois-ci on le voit. Une chose à noter, c'est la distribution. Elle est quand même assez incroyable, puisque nous avons on a James Hong, on a John Dye, et John Dye qui fait référence à Best of the Best, bien évidemment, puisque il joue le moine. Le moine, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. On a notre copain, Kari Haruki Tagawa, il qui est déjà dans joué tous les films. Dans tous les films. Ouais, dans tous les films. Tous les films, il faut un asiatique, il est là. Là, il joue un coréen. Voilà, il est passé du japonais au coréen. Il fait un peu de chinois de temps en temps, et voilà, là, il est coréen cette fois-ci. Ouais, mais alors, ce qui est assez fou dans ce film-là, c'est que on a tous les acteurs asiatiques, ou pratiquement tous, qui ont joué dans les années fin 80, début 90, puisque James Hong, c'est Lopan dans Big Trouble in Little China, mais il a joué, je sais plus dans combien de films, mais c'est assez fou combien de films et séries. Notamment, il a joué, alors là, allez, je name drop un film, il a joué dans un film avec Jalal Merhi, Talon of the Eagles. Oui, Talon of the Eagles, ouais, tout à fait, exactement.
avec Mathias Huss dans le film aussi. Oui. Voilà. Notre copain. Il y a notre copain. Il y a aussi Mako qui joue dans le film. Et Mako aussi a joué. Donc il a joué dans plein de films. Il a joué notamment aussi dans des séries telles que Walker Texas Ranger. Oh oui. Puis on a aussi un acteur. Attention, qui a joué en fait dans un film dont on a parlé. C'est Dante Basco. Voilà. Mais il est jeune là. Il est très jeune. Il est jeune. Il est très très jeune, Dante Basco. Mais voilà, il joue dedans. Et puis on a aussi James Lou. Et James Lou, c'est aussi une référence à Best of the Best. Il a joué aussi dans L'Arme Fatale 4. Il a joué dans pas mal de films. Il a joué dans Les Griffes du Dragon Rouge. Et aussi dans American Ninja 5 avec David Bradley. Avant de parler de Jeff Speakman, on va parler de son art martial. Est-ce que tu peux nous parler de son art martial, s'il te plaît ? Alors attends, je me permets juste de te couper, mon très cher Jazz, parce que je pense que ça serait bien aussi de name dropper deux acteurs. Le premier, parce qu'il a un faux air d'un autre acteur, c'est l'acolyte de Kari Hiroyuki Tagawa, qui est donc Tanaka, qui est en fait un lutteur. Vous savez, c'est la grosse masse musclée là, qu'affronte à un moment donné Jeff Speakman dans le film. Et je me dis, putain, cet acteur-là, il me dit quelque chose, il a une tête connue. Et en fait, non, c'est un faux ami, parce qu'il ressemble énormément au méchant dans Goldfinger. Ah oui. Qui tue ses ennemis avec son chapeau. Et ils ont une ressemblance qui est assez frappante quand même. Et c'est vrai que c'est rigolo, ils sont tous les deux charpentés pareil. Il y en a un, c'est un ancien lutteur, l'autre, c'est un ancien catcheur. Donc c'est rigolo parce que c'était très perturbant quand je regardais le film. Ils jouent de la même manière tous les deux, c'est-à-dire ils sont mutiques et ils passent leur temps à tuer leurs adversaires d'une manière assez originale. Dans ce film-là, Tanaka, il jette une fleur à chaque fois, une fois qu'il a tué quelqu'un. Il dépose une fleur sur le cadavre et puis il s'en va tel un prince. Et surtout, moi je tiens quand même à, même s'il a un tout petit rôle dans ce film-là, on ne peut pas louper sa tête. C'est le cascadeur plus que comédien, Al Leong, qu'on a vu dans énormément de films. Il joue tout le temps le second couteau asiatique qui se bagarre. Alors on l'a vu dans Double Dragon, forcément. Il joue un des deux abrutis qui se bagarre contre les deux frères. Et on le retrouve aussi dans Double Impact. Double Impact avec comment s'appelle, avec notre cher JCVD. C'est un cascadeur qui a une filmographie quand même assez importante. Tu le citais tout à l'heure, on l'a aussi vu dans les Aventuriers de Jack Burton. Il est dans Rapid Fire. Enfin, il joue à chaque fois il fait le cascadeur, il s'en prend plein la gueule, etc. Et c'est vrai que c'est une tronche qu'on ne peut pas louper. Alors j'ai fait une petite erreur. Si, il est dans Double Impact. J'avais eu un doute, mais c'est que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps où on le voit aussi dans Coup pour Coup avec Van Damme. Donc c'est une période pour lui, les 80-90, qui est assez faste pour lui, parce qu'on le voyait partout, vraiment partout. Donc voilà, c'était juste pour name dropper ces deux acteurs-là, parce que je pense que c'était quand même assez important d'en parler. Et ben on va aussi name dropper une actrice, parce que en fait elle va avoir un rôle important, elle a pas un rôle important dans le film, mais elle va avoir un rôle important dans l'histoire de ce film. C'est Mariska Hargitay, qui joue dans New York Unité Spéciale, et on l'avait name droppé aussi dans Power Rangers, ce film, parce qu'à la base c'était elle qui devait jouer le rôle de Dulcea. En fait il faut savoir que L'Arme Parfaite a une version longue, c'est ce que j'allais dire. Elle, à mon avis, elle doit avoir plus de temps de jeu dedans. Elle a un plus grand rôle dans ce film là. Je crois que même il y a une histoire d'amour entre les deux personnages, mais 100%. Et c'est la version 100%, parce qu'on le sent qu'il y a des cuts un peu bizarres, des raccourcis un peu bizarres dans l'histoire, qui fait que tu te dis, ben mince, tu vois, au moment des funérailles, on en reparlera dans la vie, mais ça passe vite à autre chose, et on se dit, à mon avis, il devait y avoir une scène là, toi, qui devait permettre de recréer le lien entre parce qu'en fait ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, puisqu'ils se sont rencontrés au cours de Kempo, parce qu'il apprend le Kempo dans le film, mais on va y revenir. Et en fait, tu verras cette version dans la téléversion, en fait, la version pour la télévision. Alors, ils font ça souvent aux États-Unis. Il y a eu Halloween aussi, où il y a une version télé. Il y a plein de films qui sont sortis, qui ont allongé la durée dans la version télé. Et comment dire, notre chère Arme Parfaite a aussi cette problématique, parce que c'est vrai que bon, c'est
director cut et je crois que le film dure 87 minutes et je crois que le director cut il doit s'approcher des 1h40 et ça serait intéressant de pouvoir le voir le trouver. Ouais. Alors le trouver déjà, le DVD il est existe compliqué. Il existe une version Blu-ray qu'on peut trouver en import, j'avais regardé une fois à l'époque, mais c'est vrai que ça coûte un peu cher et puis il y a les frais de port à rajouter. J'ai du mal, comme je dis souvent dans les épisodes, depuis qu'on fait tous les deux des caches, qu'on trouve des trucs en occasion et compagnie, j'ai un peu de mal à mettre 20-30 euros dans un seul Blu-ray, alors que des fois pour le même prix j'en ai 10. donc ouais, je deviens un peu une pince pour ça, faut vraiment que le film me plaît, et je me dis bon, c'est pas nécessaire absolument de voir L'âme parfaite, surtout qu'on peut le trouver assez facilement en très bonne qualité et de manière très légale, donc voilà. Tu n'as retenu que la moitié de mon enseignement. Tu es fort, tu es rapide, mais tu n'es encore qu'un tigre, et non un dragon. Le tigre ne peut pas réfléchir. C'est pourquoi il n'agit pas. Il ne sait que réagir, répondre. Le tigre est fort et téméraire, mais il n'a aucune initiative. C'est toute la différence qu'il y a entre l'homme et le tigre. Je connais mieux le tigre. Le dragon est très fort, bien sûr, mais sa force est plus calme et surtout plus sage. Le dragon a peur de sa propre force. Voici le tigre. Et voici le dragon. Le dragon a toujours le choix. Le tigre, jamais. Et une chose à rajouter, tu vois, tu as bien fait de citer les deux acteurs parce qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est la production en fait. Le film est distribué par la Paramount, puisque la Paramount pensait trouver en Jess Pinkman son nouveau poulain, qui fera des arts martiaux. Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai qu'on est à une époque où chaque distributeur ou producteur essaie de trouver leur tête d'affiche pour les films d'action, films d'arts martiaux. On a eu la Canon c'était Chuck Norris, et puis ça a été Michael Dudikoff, et puis après ça a été Jean-Claude Van Damme, et puis après Jean-Claude Van Damme est un peu parti, il est parti chez Universal. Il y a eu aussi, Steven Seagal et Warner Bros. Et puis ensuite nous avons Jess Pinkman qui fait partie en fait de ces gros comédiens, puisque à partir du moment où tu vas tourner pour la Paramount, tu fais partie des gros comédiens de cette époque-là, et la Paramount en fait devait continuer avec Pinkman, mais on en parlera un peu plus dans la carrière de Pinkman, mais il devait continuer avec Pinkman pour 3 films, parce que quand en fait il signe pour Perfect Weapon, il signe pour 3 autres films, dont une suite à L'Arme Parfaite. Et puis il y a eu entre-temps il y a eu une modification en fait de direction chez la Paramount, une modification d'image, et donc du coup en fait les films ont été tout simplement abandonnés. Ouais, c'est dommage, parce que clairement j'aurais payé pour voir une suite, parce qu'en plus ça se termine d'une manière qui ouvre une porte en fait à une suite potentielle. Tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est quand même Marc Dissal qui a la réalisation. On reviendra un petit peu quand on donne notre avis. C'est pas si mal filmé. Oui, voilà, ouais, c'est ça. On voit que Marc Dissal sait tenir une caméra. Voilà, oui. C'est pas non plus un expert du cinéma d'action, parce que c'est pas le meilleur là-dessus pour faire ça. C'est pas le meilleur. Mais globalement, ça passe. Voilà, ça passe. Il y a des très chouettes moments de combat, mais on reviendra un peu en détail là-dessus. Ce qu'on peut rajouter avant quand même de passer, si tu veux, sur le côté vraiment art martial de Jess Pinkman, il faut dire que Pinkman. Alors moi, je me suis pas mal documenté avant l'émission sur son passif. Donc j'ai regardé quelques documentaires sur lui. J'ai regardé forcément la fameuse interview faite par Scott Adkins, qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur son parcours martial, et qui m'a aussi permis d'en apprendre un peu plus sur sa philosophie de vie, puisque c'est un bonhomme quand même, il faut le savoir, c'est que il a toujours caché en fait le fait qu'il était artiste martial aux personnes du cinéma, puisqu'en fait, si tu veux, il estimait qu'il devait d'abord être reconnu en tant que comédien avant même comme un acteur martial. Et en fait, ce mec-là a pris 5 ans de cours de comédie avant de vraiment se lancer. Donc 91, on se dit, il a commencé aux alentours, si je calcule bien, aux alentours de 86, a commencé à prendre des cours de comédie. Il explique, et là je trouve que c'est assez condescendant,
il a une estime de lui assez élevée. Il dit justement à un moment donné à Scott Adkins, il dit vous savez, à Los Angeles, il y a souvent la blague les acteurs travaillent tous au restaurant du coin, ils sont tous serveurs dans un restaurant et attendent leur chance, et lui il dit non, moi je ne veux pas être serveur. Tu vois, parce que je suis un acteur. Et tu vois, c'est un peu, la manière de le dire est un peu spéciale. Et en fait, il va se faire payer au début pour être simplement le mec qui va donner la réplique à un acteur pour des castings, tu vois. Il va faire des petites apparitions, on va le voir notamment dans Full Contact, où il va tenir la porte de la méchante, et il va avoir 2 lignes de dialogue. On va le voir, d'ailleurs, il a une espèce de stache mou monumentale dans ce film. Et je trouve que c'est là où je me dis, autant au début de l'interview, je le trouvais assez sympathique, assez humble. Il y a un moment donné, il a eu une réplique par rapport à Van Damme. Et là, je me dis, putain, ouais, non, c'est spécial quand même enfin, tu vois. Il a vu Bloodsport. Et grosso modo, il a dit, ok, moi, il faut vraiment, apparemment, c'est à ce moment-là que ça l'a motivé à vraiment essayer de se lancer là-dedans. Et il a dit, ouais, il faut vraiment que je montre que c'est vraiment être un artiste martial au cinéma. Parce que pour lui, Van Damme n'est pas un artiste martial. C'est un sportif martial. Il fait du sport martial, donc ce qu'il dit du martial sport en anglais. Je ne sais pas comment le traduire, mais il fait du sport martial. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, en tant qu'artiste martial, c'est 0, quoi. En gros, pour faire simple. Et du coup, tu sens un peu qu'il y a une certaine un peu jalousie. Un peu, on a l'impression qu'il prend Van Damme pour une fraude, parce qu'il dit oui, voilà, il s'est lancé des coups de pied et compagnie, par contre, en tant qu'artiste martial, il vaut rien. Et tu vois, il dit ça clairement comme ça à Scott Adkins. Et Scott Adkins, tu vois, qui tique à un moment donné, il dit rien parce que il veut garder la face pour son interview, mais je pense que ça a dû tu vois. Et puis voilà, donc du coup, forcément, c'est avec l'échange, avec le futur réalisateur qui est Marc Dissal, qui produit aussi un peu le film, qui a mis des sous dans ce film. Ils ont échangé, il lui a dit qu'il était intéressé pour le rôle et pour tourner, et il lui a dit écoute, moi si tu veux, je fais des arts martiaux, et c'est là qu'il a annoncé qu'il faisait des arts martiaux, et il l'a emmené dans son club dans lequel il pratiquait depuis des années. C'est là qu'il va faire le lien avec l'art martial de Jess Pinkman, et il lui a montré ce que c'était le Kempo. Et apparemment, à ce moment-là, Marc Dissal a été ébloui parce qu'il n'avait jamais vu ça. Parce que c'est vrai qu'il a une manière de se battre qu'on n'avait encore jamais vu au cinéma. On a eu Van Damme, on a d'abord eu Bruce Lee, qui nous a montré une manière un peu innovante de se battre, on a eu Van Damme, et après il y a eu les Steven Seagal, etc. Et puis lui, il a essayé d'apporter un truc un peu plus nouveau, un peu plus de fraîcheur dans le cinéma d'action, et c'est comme ça qu'il s'est fait embaucher, en fait, pour L'Arme Parfaite, qui est son premier film. C'est lui le môme, pas vrai? Bien joué. Merci, vieux frère. Tu as réussi à faire fuir ma seule chance, oui, mon unique chance. Oh, tu parles. C'est un gosse qui a grandi dans la rue. Jamais il aurait été parlé à un flic, je le sais. Non, tu sais que dalle, Jeff. Et tu ne fais qu'aider cette bande de pourris à nous échapper. Pourquoi est-ce que tu viens foutre la merde? Tu devrais aller t'amuser ailleurs avec ta plaque de flic bidon. Tu sais quoi? Si tu n'étais pas revenu, Kim serait encore vivant. Tu comprends? C'est toi qui as tué Kim, Jeff. Mais tu sais que la réflexion qu'a Speakman, en fait, il y en a un autre qui a eu la même réflexion. Il y en a même eu 2. Bah oui. Il y a Steven Seagal qui l'avait eu. Et notamment, il y a un truc qui est assez incroyable. Je crois que c'est dans le Blu-ray de Double Impact, où en fait c'est un des copains de Van Damme qui explique quelle est la différence entre Seagal et Van Damme, et pourquoi un jeune va aller voir un Van Damme plutôt qu'un Seagal. Parce que en gros, Van Damme, quand il va se mettre torse nu, il a du muscle, et quand Seagal va se mettre torse nu, il y a du gras. Et il y a un autre acteur, c'était Olivier Gruner, qui avait un peu taclé. Bon, il en avait eu gros sur la patate parce qu'on lui avait un peu refusé le rôle de David Sloan dans Kickboxer 2, mais dans une interview pour Impact, je crois que c'était pour la sortie de Nemesis, il avait taclé Sacha Mitchell, et il a taclé Van Damme en disant que Van Damme n'était pas un sportif, en fait, n'était pas un artiste martial, mais c'était un sportif qui faisait des arts martiaux, mais que du coup lui savait se battre.
et que Van Damme un peu moins. Alors après, c'est des déclarations. En plus, quand tu vois Un la peu carrière brut, de... ouais. et puis bon, quand tu vois la carrière de Van Damme et quand tu vois un peu ce que eux sont devenus, c'est-à-dire des mecs qui ont eu en fait comment dire, les miettes que Van Damme laissait, c'est vrai que je peux comprendre un peu Il y a un peu un peu d'aigreur, tu vois, un peu voilà, ils un peu sont- d'aigreur. ouais, tu vois, Après, il y a aussi, comment dire, moi, je trouve que c'est vrai que dans ce milieu, il y a très peu de respect, où c'est assez rare. Mais comment dire, c'est vrai que les discours peuvent être violents. Après, quand tu vois la carrière de Speakman, on va en parler, mais quand tu vois la carrière de Speakman, c'est compliqué après de pouvoir dire que Van Damme, voilà, c'était pas non plus ouf. Non, mais tu sais, j'aime pas trop cette façon de faire aussi où tu as les vrais artistes martiaux d'un côté et t'as les faux, entre guillemets, t'as les fraudes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Van Damme, il a fait du sport de combat en compétition. Whis, il a fait beaucoup de musculation parce qu'il voulait un corps, un beau corps. Et voilà. Et encore une fois. Il est ceinture d'or de karaté, je crois qu'il est 2e dan, il me semble, en Shotokan. Il a fait du karaté contact, il a fait un peu de compétition. Enfin, je veux dire, on a des pratiquants qui vouent leur vie à ça et qui font que ils font des années là-dessus. Van Damme, en fait, l'avantage, c'est que oui, il fait peut-être moins, c'est peut-être moins réaliste. Mais c'est pas ce qu'on demande au cinéma. C'est souvent quelque chose que je remets en avant, c'est que on a besoin de faire quelque chose d'esthétique. Voilà, oui, Scott Adkins, quand il se bat, moi pourquoi j'aime Scott Adkins? Parce que même quand il se bat, c'est pas très réaliste, il fait des trucs qui sont un peu inutiles, mais c'est beau. Et moi ce que je veux voir, c'est vraiment le côté un peu, limite un peu de l'art, toi, le côté art, plutôt que le côté martial, tu vois. Et c'est ça que, bon, je pense que c'est peut-être le seul argument, le seul truc qu'ils peuvent reprocher pour dire, moi je suis un vrai artiste martial, toi tu l'es pas. Et on va se le dire, tout n'est pas parfait dans L'Arme Parfaite. Il y a pas mal de chorégraphies de combat qui sont pas super fluides, tu vois, et en rendu à l'image, c'est pas aussi bien qu'une baston d'un Van Damme où il y a ce côté très timé, avec le sens du timing qui est très fort là-dessus. Et on le voit, ça a assez vite décliné, et plus il faisait ses films, et là je vais trop donner la main parce que ça va être la suite pour toi, en fait on va se rendre compte qu'il va moins utiliser les combats. D'ailleurs, on peut faire un petit fun fact pour les auditeurs. Au début, tu me dis, on fait sur la défensive quand même, avant de faire ouais, Parfaite. c'est vrai. Allez, vas-y, on fait sur la défensive. Sauf que Sur la défensive est un film qui est super, moi j'ai adoré, bon petit DTV, seul reproche c'est la qualité du DVD que j'avais qui était vraiment pourri. Il y a une scène à sauver dans le film. Là, dans ce film-là, il y en a plein de scènes de combat où ils se bagarrent. Sur la défensive, il y a une scène à sauver. Et c'est la seule. Le reste, c'est moyen, quoi. C'est pas ouf, quoi, tu vois. Ça donne pas envie d'en parler comme on fait là. Donc j'ai dit à Jazz, vas-y, on fait L'Arme Parfaite. Au moins, on va s'éclater et il y a des choses à dire, quoi. Ouais, non, moi, je suis d'accord. Et il y a un truc aussi qui est assez fou, c'est que... c'est ça qui est assez dingue, c'est que ces acteurs-là ont une carrière, ils nous ont fait vibrer aussi. Moi, je sais que les vidéoclubs, bah voilà, je louais leurs films, hein, c'est pas ça, mais ils vont casser du sucre sur Van Damme. Attention, je ne défends pas Van Damme parce qu'il y a il y a du mauvais aussi, mais bien sûr. Mais en fait, il n'existerait pas si Van Damme n'avait pas fait ses films. En fait, en gros, c'est ça, en fait. Bah, bien que sûr. ce soit les cigales et tout ça. Il a dépoussiéré un genre, Voilà. Van Damme. Hein. Il a dépoussiéré un genre. Et puis même, je vais te dire une chose, et je vais taper un grand coup. Van Damme a permis à Chuck Norris d'avoir un second souffle à sa carrière. Parce que le Chuck Norris, pendant la Canon, il y a eu un avant Canon, un après Canon. Le Chuck Norris après Canon levait les pieds. Hein. Il mettait les pieds où il voulait, c'était souvent dans la gueule. Alors que, et ça c'était quand Van Damme est arrivé. Il est arrivé sur le marché, donc 88-89, quand il a commencé à faire Bloodsport, Cyborg et tout ça. Chuck Norris était certes sur la pente descendante, cependant après, il a quand même fait pas mal de films. Alors c'était pas des grands films, pour autant c'est à ce moment-là où il a levé un peu plus les jambes. Il y a une différence entre Delta Force 1 et Delta Force 2, où tu vois quand même que Delta Force 1 il va se battre, mais très peu. Delta Force 2 il se bat beaucoup. Donc voilà, il y a quand même Van Damme a apporté un souffle nouveau dans le cinéma d'arts martiaux et c'est vrai que Speakman, il peut dire qu'il est peut-être plus fort que Van Damme, que lui c'est vraiment un artiste martial. Alors
Il le dit pas comme ça, mais Non, il mais dit bon. juste que c'est pas un vrai artiste martial, que c'est plus un sportif qui fait un peu Ouais, des arts martiaux, quoi. ouais. Mais tu vois, là-dessus, tu vois, c'est ce qu'a apporté Van Damme, c'est le côté un peu gracieux, c'est le côté élégant Bah, de parce l'art qu'il a fait martial. de la danse aussi, Euh, Van Damme, hein. Certes pas réaliste, je suis d'accord, hein, on est encore une fois, mais c'est pas ça qu'on veut. En fait, on est là pour, comme tu dis, pour vibrer. Et on aime voir un beau coup de pied propre qui rend bien l'écran. Et pour avoir revu il y a pas longtemps La Fureur du Dragon, où Chuck Norris est dedans, bah, il lève les jambes, mais c'est pas beau quand il lève les jambes, quoi. Il sait donner un coup de pied, mais c'est pas hyper gracieux. Toi, quand tu vois par contre Bruce Lee lever la jambe, là pour le coup, le mec il sait donner un coup de pied comme il faut, quoi. Et c'est là-dessus où je trouve que pour le cinéma américain, alors Bruce Lee est malheureusement parti trop tôt. J'aurais été très curieux de voir ce que ça aurait donné pareil. si Bruce Lee avait continué et ne serait pas mort. Je pense que ça aurait donné des grandes choses, parce que quand tu vois Opération Dragon et que tu vois les quelques scènes de combat qu'il avait fait pour le jeu de la mort, tu te dis, ouf, il y a peut-être moyen vraiment qu'avoir... Et j'aurais rêvé de voir un film avec père et fils, quoi. Ah ouais, Tu tout vois, à fait, ouais. Enfin, ça aurait été incroyable. Ils auraient pu en plus jouer ensemble. Ils auraient pu jouer ensemble, Enfin, bref. ouais. Dans une dimension parallèle, peut-être que on a Brandon et Bruce Lee qui font encore les têtes d'affiche et qui jouent père et fils encore aujourd'hui. Qui sait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais rapidement parler de la carrière de Jeff Speakman et après je te laisse la main sur l'art martial pratiqué, le karaté Kampo. Ouais, bien sûr. Une chose est sûre, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que la carrière de Speakman, elle démarre en 87 avec La Terreur à Alcatraz, mais c'est en 91 où il va vraiment avoir son premier grand rôle au cinéma, où il va être tête d'affiche. Et en fait, sa carrière, elle va durer... un peu moins de 10 ans, un peu plus de 10 ans, pardon, puisque ça va s'arrêter en 2006. Alors, du coup, il y a 2 films qui vont sortir au cinéma. Alors, pas chez nous, mais ça va sortir au cinéma aux États-Unis. C'est L'arme parfaite et Sur la défensive. Alors, c'est là où vous vous dites, purée, mais L'arme parfaite a été un carton. À l'époque, en fait, un acteur, quand il faisait un film qui cartonnait, il enchaînait 2 ou 3 films ensuite. Pas la même année, mais au moins sur 2 ans, il avait 3 films qui sortaient. Là, il faut attendre 2 ans pour que Sur la défensive sorte. Et en plus, il passe de la Paramount à la Canon. Et 93, on est sur la fin de la Canon. Notamment, le film se fera un bid monumental au box-office. Je crois qu'il fera 800 000 $. On accusera que c'est Sur la défensive qui a enterré la Canon. Bon, la Canon était déjà bien enterrée en 93. Ouais. Mais bon, voilà, il y aura des choses à dire sur la défensive. Mais il a été dit, en fait, que concrètement... c'est en partie à cause de ce film-là que la Canon n'a pas pu remonter la pente. Et puis en fait, après, en 95, il faudra encore attendre 2 ans de plus. Il va revenir, et alors il va revenir avec un film où il ne se battra plus. Voilà, alors c'est un film sur la stratégie, c'est un film où, de technique de combat. Alors oui, au départ, il y a un truc, il y a un jeu d'ombre chinoise où il va se battre, où il va, faire des katas, à l'instar de L'arme parfaite. Mais là, cette fois-ci, ça sera un autre film, c'est avec, ça va être John Brolin. Qui s'appelle The Specialist. C'est un film qui est pas ouf. En plus, il y a eu énormément de problèmes. C'est celui qui est sorti la même année que Sans Alternative, c'est celui-là Ouais, en 95. Il est sorti en 95, voilà. Et chez nous, il est sorti en VHS, je me souviens, parce qu'il y avait marqué plus fort que Van Damme, plus rapide que Steven Seagal. Bon, bref. C'était la tagline du film. C'est un film en plus qui aurait pu... Tu sais que, je te coupe 2 secondes, tu sais que ces 2 films ont une particularité. Vas-y. Ces 2 films-là, qu'on sont Sans Alternative et The Specialist, donc ils sont sortis la même année. Et ils sont tous les 2 réalisés. Alors, sur le The Specialist, c'est co-réalisé avec William Lustig, donc le réalisateur de Maniac Cop. Mais ils ont tous les 2 pour réalisateur Rick Avery. Et est-ce que tu sais qui est Rick Avery ? Pas du tout. Rick Avery, c'est un cascadeur et c'est lui qui est le régleur des combats sur L'Arme parfaite. Ah bah, tu vois. Voilà, on a fait la boucle. Donc, Combien de types t'as déjà tué ? Aucun. Oh, tu peux me le dire, on va travailler ensemble. C'est ça qui te ferait plaisir ? Tuer quelqu'un ? Pas toi ? Enfin, je veux dire que si on coince ce salaud, quel choix est-ce qu'on aura ? Un seul, Jimmy. T'as du pot ? Après, il a enchaîné plein de films et il va tomber vraiment dans le direct vidéo
assez pauvre. Il va faire une... Et le pire, c'est que, j'ai envie de te dire, il est arrivé un peu trop tard à un moment donné, puisqu'il va jouer dans la PM Entertainment, mais en 99. 99, PM Entertainment, c'était un peu la fin. Il va jouer avec Angie Evart. Bah oui. Le film, la critique du film, c'est, j'avais lu, il y a beaucoup de kickboxing, mais le jeu d'acteur est épouvantable. Il va jouer avec Snoop Dogg. Bref, c'est un peu, voilà, il va avoir une fin de carrière. Faut bien manger. Ouais, mais il va avoir une fin de carrière un peu compliquée. En plus, il va énormément grossir, donc en fait, il va porter des vêtements assez amples pour pas dire que il a pris du poids. Et je voulais juste revenir sur The Specialist qui aurait pu cartonner en VHS. Alors peut-être qu'il a cartonné, mais en fait le film a eu une modification scénaristique en cours de tournage, et donc du coup en fait le scénariste s'est dit que en fait il n'avait pas du tout écrit ce film là. Et malheureusement, c'est devenu assez pauvre, c'est devenu un banal film d'action. C'est un peu dommage parce que bon, quand même William Lustig derrière la caméra, ça aurait pu être sympa. Bon, voilà. Ouais, c'est dommage. Après, c'est un acteur qui est pas, qui est loin d'être mauvais. Hein. Je trouve qu'il est pas mauvais dans son acting. Il joue plutôt pas mal. Je trouve qu'il a un faux air, alors jeune, hein, mais il a un faux air de Nathan Fillion. Tu sais, Nathan Fillon, tu vois qui c'est, l'acteur Nathan Fillon, celui oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et je trouve ils se ressemblent un peu. Enfin, toi, il y a un faux air entre les deux, je trouve. C'est assez perturbant. Bon, maintenant, ils se ressemblent plus du tout parce que, comme tu disais, il a pris du poids, puis il va forcément, il a plus de 60 ans maintenant. Notre ami Jeff Pickman, je pense qu'il doit être pas loin des 70 même. Mais bref, bon, après il a réussi à retrouver un second souffle en tant que il s'est mis à fond dans le Kempo et dans les créations d'écoles autour du Kempo. Donc ouais, je pense qu'il est pas malheureux non plus, je pense. Et a priori, alors moi je l'ai en DVD, mais je l'ai pas vu encore, sans alternative, et plutôt pas mal. En tout cas, c'est une sorte de Die Hard, et a priori c'est plutôt sympa. Ouais, je l'ai aussi, et c'est vrai que je crois que j'ai aussi The Specialist qui doit traîner dans mes caisses. J'en ai quelques-uns de Speakman, mine de rien, mais à chaque fois, on est très mal servi par la qualité. Tu vois, je suis assez déçu pour le coup sur la défensive, qui est vraiment très très mauvais. Je crois que c'est un, tu sais, ce fameux éditeur de DVD qui nous fournit à chaque fois des Prism. trucs. Ouais. C'est un Prism vidéo. Ouais. Et donc c'est un RIP VHS, vraiment tout pourri, que je vous déconseille très fortement si vous le croisez dans des caches ou quoi que ce soit. Vas-y, je te laisse parler de l'art martial pratiqué par Monsieur Speakman. Ouais, alors on a déjà parlé pas mal de temps, je vais faire assez simple parce que c'est un art martial, je vais vous le vulgariser parce qu'on y passerait 2 heures. Là, ici, pareil, je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens qui pratiquent l'American Kempo ou le Kempo Karaté, peu importe. Les deux noms existent. Donc, s'il y a dans les auditeurs des pratiquants de Kempo Karaté, manifestez-vous. On est très curieux d'avoir vos retours. Au même titre que du Gojo Ryu, je suis très curieux en fait, parce que c'est assez lié en fait. À la base, il l'explique encore une fois dans cette vidéo avec Scott Atkins. Il a commencé par le Gojo Ryu, sur lequel il a eu sa ceinture noire. Il a passé 1 ou 2 dan. Gojo Ryu en fait tire ses racines forcément du Japon, mais a beaucoup d'inspiration comme le karaté des arts martiaux chinois, et notamment le Gojo Ryu prend ses inspirations du Kempo chinois. Donc c'est pour ça qu'en fait, de passer du Gojo Ryu au American Kempo, fondé par Ed Parker, d'ailleurs le film lui est dédié, il n'y avait qu'un pas. Alors après il y a plein de variantes, nous on va se concentrer vraiment sur l'American Kempo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pour faire simple, c'est un art martial où sa grande force, ce sont les techniques de poing, et qu'il a comme particularité les enchaînements et la fluidité des enchaînements. Puisque c'est en fait, l'idée, c'est d'arriver à enchaîner les techniques de manière fluide sans être saccadé. Et si tu veux, ils l'ont créé en fait dans un but, justement, de pouvoir s'adapter en fait à toutes les genres de situations qu'on peut avoir dans la rue. Donc c'est une forme un peu de self-défense, voilà, puisqu'en fait, ça se veut d'être un art martial réaliste, et on peut arriver justement à l'appliquer en conditions réelles pour justement pouvoir permettre de se défendre. Et il a aussi une autre particularité, c'est qu'il va chercher justement à s'adapter en fait à toutes les corpulences. C'est pour ça qu'en fait, il peut s'adapter à toutes sortes de situations et à toutes sortes de personnes qu'on va rencontrer, puisque c'est un art martial qui va essentiellement viser les points vitaux.
Donc on va chercher à taper en fait dans les endroits un peu précis. D'ailleurs, si vous regardez dans le film, à plusieurs moments, Speakman met des coups de poing dans le tendon d'Achille, au niveau des genoux. Il frappe dans des endroits un peu sensibles qui justement sont là pour but d'handicaper l'adversaire et justement essayer de faire en sorte de terminer au plus vite son adversaire. Et on le verra et on en reparlera quand on donne notre avis. Un peu le combo de Speakman, c'est ces fameux enchaînements de coups de poing qui vont à la vitesse de la lumière. Et c'est une des grosses forces aujourd'hui de l'American Kempo, qui joue beaucoup aussi sur cette technique de poing parce qu'il est issu du Kempo. Je crois littéralement le Kempo, c'est la technique du poing. Enfin, ça a quelque chose, c'est en lien avec le poing. J'ai plus la traduction sous les yeux. Mais c'est vraiment un sport aussi qui sait s'adapter. Parce qu'encore une fois, ils en sont là, ils ont créé en fait, ils ont essayé de créer une discipline, de créer une compétition avec le Kempo, et ils se sont adaptés en fait aux évolutions des arts martiaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le Kempo, la difficulté qu'il avait, et comme il le dit, ils sont très mauvais pour tout ce qui est combat au sol. Et forcément avec l'émergence du Jiu-Jitsu et du MMA, et du coup ils ont dû faire évoluer le Kempo, et c'est pour ça qu'à un moment donné il en parle dans la vidéo, ils ont fait évoluer, ils appellent ça maintenant le Kempo 5.0, donc en gros le Kempo 5.0, qui justement a comblé ses lacunes justement sur le côté de la lutte au sol, sans forcément reprendre du Jiu-Jitsu, sans forcément copier-coller sur de la MMA. Ils sont vraiment, eux leur force c'est d'être debout, c'est de frapper debout, mais ils ont renforcé leurs lacunes qu'ils avaient sur le sol justement en ayant quelques techniques qui permettent justement de pouvoir être un peu meilleur au sol. Et apparemment aux États-Unis, alors je sais pas ce qu'il en est en France, il y a des compétitions de Kempo, et ça a l'air assez sympa à voir pour le coup, parce que c'est beaucoup d'enchaînements de points. Ça fait un peu penser un peu au Kyokushinkai au niveau des techniques, sauf que là ils peuvent mettre les points au visage, ils peuvent frapper partout. C'est d'ailleurs pour ça que les compétiteurs sont équipés de casques, de mitaines, protection tibia, etc. Enfin ils sont bien équipés pour ça justement. Et c'est un art martial qui est quand même assez impressionnant. Moi c'est franchement en vrai ça donne envie de l'essayer. Celui-là je dis ça un peu à tous les épisodes, hein, mais je serais très curieux un jour de faire une session d'initiation au Kempo, à l'American Kempo, parce que pour le coup je trouve que c'est plutôt intéressant et il y a des trucs vraiment cool là-dedans. Donc voilà, je vais pas m'étendre un peu plus parce qu'on sera amené un jour à en reparler, mais je vous ai donné en gros l'essentiel de ce que j'ai fait une synthèse un peu de tout ça. Et encore une fois je vous renvoie à la vidéo. Encore une fois je suis désolé, c'est pas forcément les vidéos les plus accessibles du monde pour les non anglophones, je le suis pas non plus, attention, j'ai pas cette prétention là, mais je comprends un peu ce qu'il raconte, j'ai les sous-titres en anglais sous les yeux, ce qui me permet de vraiment pouvoir bien comprendre ce qui se dit et de rien louper. Mais je peux comprendre ceux qui sont vraiment hermétiques à l'anglais. Pour l'instant Scott il a pas encore fait les sous-titres en français, donc il faudra lui mettre un petit message, Scott, mets les sous-titres en français pour tes fans français. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment une chaîne qu'on ne peut que vous recommander parce que c'est riche en infos et ça nous aide beaucoup pour les épisodes et justement de vous retranscrire tout ça ici. Voilà mon petit jazz. Écoute, j'injute parce que du coup, quand tu m'as parlé du méchant qui ressemblait au méchant de Goldfinger, en fait, c'est vrai que pendant tout le film, je me disais, purée, mais ce type me fait penser à quelqu'un. Et oui, en fait, c'est tout bête, mais c'est un catcheur de base, voilà. Ah oui. C'est un catcheur. Mais en plus de ça, il a joué dans Running Man. Running Man, et aussi, oui. Est-ce que tu te rappelles, et peut-être qu'on en parlera de ce film-là à un moment donné dans le podcast, mais est-ce que tu te rappelles de Ninja Kid? Évidemment. Et bah voilà. Et donc il joue dedans, voilà, c'est ça. Et voilà. J'avais complètement zappé. C'est insupportable, ouais. Ninja Kid. Oui, où il crie Ia, Ia, Aya. Ouais, voilà, c'est ça. Et je passe mon temps à bouffer parce que c'est drôle. Hein. Ouais, c'est ça. Grossophobie, c'est super marrant. Ouais, voilà. Mais en fait, ce film a bien vieilli. Non mais c'est le Karate Kid du pauvre quand même, voilà, avec le Miyagi du pauvre. Enfin, il y a tout qui est pauvre dans ce film. Mais en tout cas, il avait joué dans Ninja Kid et puis il a aussi joué avec Star Rock dans Martial Law. Voilà, j'avais complètement omis cette information. Ah oui. Écoute, mon cher Seb, on peut dire un peu ce qu'on a pensé de ce film. Ça ouais. te va ? Je vais te laisser commencer parce que j'ai beaucoup parlé sur l'avis. Ouais, donc je carrément. vais te laisser introduire ton avis pour une fois. Bah écoute, c'est très gentil, ça me touche énormément. Écoute, moi je vais pas chialer non plus, hein, c'est bon. Mais... non mais écoute, j'aime bien ce film. Alors j'aime beaucoup ce film, pourquoi ? Parce que déjà t'as une introduction avec la musique de Snap, Gato Power.
qui est assez dingue. Tu te dis purée, mais ça commence comme ça, bah pourquoi pas, allons-y. C'est un film que j'aime beaucoup parce que notamment le Karate Kempo, je trouve que Jess Peckman est super rapide dans le film, les bruitages sont super bien calés et ça c'est important aussi de le mentionner. Je trouve que le combat final est pas si emblématique que l'on pourrait penser pour un film d'action, mais on a vu le même problème à peu près. On a vu à peu près le même problème avec un film qu'on a traité dans un Presque High Kick. C'était exécutif action, je sais plus comment Excessive Force. Excessive Force, voilà. Excessive Force qui avait totalement raté sa scène finale. Et bah, là, les Griffes du Dragon Rouge aussi ont raté son combat final. Les Griffes du Dragon Rouge ont raté ce combat final. En même temps, personne ne peut prétendre, comme Godfredo, réussir ses scènes finales. En tout cas... non, mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup la scène du dojo, les scènes de combat sont vraiment cool. Et puis j'adore la voix française. Parce que, alors, du coup, moi je l'ai vu en VF, L'Arme Parfaite. J'ai vu en 2 mois. C'est Emmanuel Giacomi. La voix, c'est la seule voix de Pierre Brosnan qui double Monsieur Speakman, et d'ailleurs il va l'accompagner aussi dans Sur la défensive, parce qu'en fait à la base je crois que c'était sa voix officielle. Bon, après ça va partir un peu en vrille, il va avoir d'autres voix, mais j'aime beaucoup ce film là, et encore une fois il y a un super respect par rapport au sound design. Je trouve que par rapport à certains films d'arts martiaux où on peut avoir des trucs un peu exagérés et autres, je trouve que là le bruit colle parfaitement à l'impact, et je trouve ça plutôt intéressant, et encore une fois c'est un sport où il y a un truc que je trouve plutôt cool, c'est que il n'est pas invincible. C'est que il va devoir être stratège. Il cherche à faire un truc réaliste. Ouais, c'est ça. Il va devoir être stratège pour pouvoir vaincre le méchant, et ça je trouve ça plutôt intéressant. Donc honnêtement je valide totalement L'Arme Parfaite. Ouais, moi je te rejoins. Alors j'ai à peu près les mêmes arguments que toi. Moi je trouve que déjà c'est un film qui est très bien rythmé, parce que on s'ennuie pas. Il est même un peu trop court. J'aurais voulu 20 minutes de plus, 20-30 minutes de plus, pour peut-être développer certains aspects des relations entre les personnages et compagnie. Et je trouve que il est pas si mal chorégraphié. Alors des fois il est un peu saccadé. Alors pour un film un art martial qui se veut être fluide et jouer dans la fluidité, dans l'art du mouvement et compagnie, il y a certains moments où on sent notre personnage qu'on prend un peu plein la tronche, etc. Mais je pense que c'est vraiment le côté de je pense pour le coup de Speakman, de vouloir rendre le truc réaliste et de dire qu'il est aussi là pour prendre des coups, etc. Alors après il a des fois un peu la garde un peu basse, pour un mec qui dit Van Damme c'est pas un artiste martial, il a des fois un peu les bras qui tombent pour justement laisser son visage un peu plus disponible pour prendre des coups de pied dans la tronche. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment assez innovant, vraiment, pour le coup, parce que il a une manière de se battre qu'on n'a encore jamais vue. Et comme tu le dis, il est super rapide, quoi. C'est vraiment... il a une explosivité dans ses coups vraiment bonne. Et ce qui va peut-être manquer un petit peu, c'est... alors, on l'a dans le film, mais c'est pas lui qui est concerné, c'est un jeune acteur qui joue son rôle pour voir l'apprentissage de Speakman au Kempo. J'aurais bien aimé le voir lui un peu étudier aussi le Kempo, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il a appris les arts martiaux assez tard, parce qu'il avait une vingtaine d'années passées, quand il a commencé vraiment le Kempo. Et là, bon, c'est plutôt un gamin qui est au lycée, qui va être mis au Kempo, parce que forcément l'ami de son père lui dit il faut qu'il fasse des arts martiaux, ça va l'aider à se canaliser. Mais c'est vrai que c'est un film que j'aurais bien aimé voir un peu plus, le voir pratiquer. Bon, on a ce fameux kata du début là qui nous fait, qui est limite nanar, j'ai envie de dire, parce qu'il en fait un peu des caisses quand même, et puis ça ressemble à rien, pour être très honnête, voilà. Mais c'est vrai que même le jeune acteur qui joue Speakman jeune lui ressemble un peu, je trouve, alors qu'ils n'ont pas de lien de parenté, et il se bat bien, quoi. Il lève la jambe, il envoie je trouve que cette scène où il envoie un high kick dans le casque du footballeur américain là, franchement ça envoie, quoi, ça envoie le pâté, quoi. Et c'est vrai que si on prend le film dans sa globalité, il n'y a pas tant de films de bagarre que ça, il y en a.
Mais c'est vrai que celles qu'on a, franchement, elles envoient du pâté. Il a une manière de se battre qui est vraiment très cool. Et comme tu le disais, la scène de fin, elle n'est pas à la hauteur de nos attentes, même si Kari Hiroki Tagawa, il se bat un peu plus. Il lève la jambe dans ce film-là. Ouais. Le combat contre le catcheur, on voit qu'il est limité physiquement pour le battre, donc il a recours à un petit peu l'environnement extérieur pour réussir à le battre. Il va finir par le cramer, je vous spoil la fin, désolé. Mais voilà, il n'arrive pas à le battre parce que le mec est vraiment costaud en face, donc il se sert un peu de tout ce qu'il a autour de lui. Et forcément, c'est pas celle-là qu'on a retenue en scène de fin. Mais tout est cool, le sound design est bon, la musique est bonne, l'image est belle, c'est pas tout le temps très bien filmé au niveau combat. Des fois, je trouve que il y a des cuts pas forcément toujours malins, et ça, je pense que c'est plutôt de la faute de Marc Dissal, qui est pas un grand réalisateur d'arts martiaux. Je crois que c'est lui qui réalise Kickboxer 2, si je dis pas de bêtises. Non, il réalise Kickboxer. Non, c'est pas lui. Non, Kickboxer 2, c'est Albert Puyn. Ah, c'est Puyn, d'accord, ok. Il est à la prod, alors, excuse-moi, autant pour moi. Mais en tout cas, c'est pas un grand réal. Et encore une fois, on l'avait dit sur Kickboxer 1, je pense pas que c'est grâce à lui qu'on doit les scènes de combat de Van Damme. Parce que tu vois, Van Damme sait contrôler ses coups, sait maîtriser ses coups, mais Speakman aussi pour le coup. Parce qu'à des moments, quand on le voit envoyer ses points, il est vraiment pas loin de toucher. À chaque fois. Ouais, c'est vrai. C'est ça que je trouve dommage. On devrait un peu plus lui faire confiance, surtout qu'en face de lui, il a des vrais combattants aussi. Donc, pour le coup, voilà, c'est peut-être le seul bémol. Mais c'est un film qui est cool, franchement. C'est bon film qui fait du bien et que tu prends plaisir à regarder et tu t'ennuies pas. Et ça, on vous le recommande plus, celui-là. Et je t'ai passé à côté étant plus jeune, je tiens à le préciser. Je l'ai découvert vraiment sur le tard. Et c'est vraiment un film que j'ai découvert... il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je dis pas si longtemps que ça, j'avais déjà la vingtaine passée, tu vois, mais c'est un film que j'aurais pu découvrir en même temps que Van Damme, mais je ne l'avais pas. En tout cas, où j'y suis pas allé. Moi, j'ai découvert il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je l'ai découvert. Il était, je l'avais vu, en fait, plusieurs fois popper sur le magazine T7 jours, où c'était RTL 9 qui le passait, et c'est vrai que oui. je me disais, ah tiens, ça peut être cool, mais bon, c'était compliqué de le trouver, et un jour, je l'ai trouvé, et pas d'une façon très légale, bien évidemment, mais je l'ai trouvé quand même, et du coup, ça a été une petite claque. Quand je l'ai vu, j'étais content, ouais. Je me suis dit, purée, c'est vraiment top, et j'avais vu après Sur la défensive, qui était, et j'avais pas été déçu. Je m'étais dit, tiens, sacré comédien. Et je trouve que pour le coup, la bande originale le score de Sur la défensive est supérieur à celui de L'âme parfaite. Ouais, je suis d'accord. Et si on avait eu parce qu'il y a un grand nom aussi derrière ce film-là, derrière Sur la défensive. Si on avait eu David Michael Frank, qui avait fait celui de Sur la défensive, je pense qu'on aurait eu encore un petit peu autre chose. Ouais, voilà. c'est Il est vrai. très bien, c'est très bien L'âme parfaite. Mais voilà, je suis on est assez clients tous les deux de ce que fait David Michael Frank. Voilà. Seb, es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. Alors passons tout de suite à la scène que nous avons retenue. Alors, quelle scène nous avons choisie ? Eh ben, on a pris une bonne scène bien, old school, tu vois, dans la façon de faire. Dans son enquête, Jeff se retrouve à aller enquêter dans un gymnase, dans une salle d'arts martiaux, où les gens pratiquent du taekwondo. Parce que on est avec des Coréens, donc forcément ils pratiquent du taekwondo, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est du taekwondo qu'ils pratiquent. Et ils cherchent à avoir des informations sur l'agresseur de Monsieur Kim, sauf que il y a peut-être un élément de réponse qui se trouve parmi 3 potentielles personnes qui refusent de lui répondre et qui en fait le mettent au défi. Et en fait, cette bagarre-là est un peu forcée, on va se le dire. On se dit, bon, ils font ça un peu dans les règles de l'art, ils se mettent tous les 3 torse nus. Parce qu'en fait, même tous les 4, parce que c'est un 1 contre 3, donc Jeff contre les 3 Coréens. Et on va dire que grosso modo, le combat va être en 2 parties. Il va affronter directement le boss dès le début, le mec qui dérouille le plus, on va dire. Grosso modo, le combat dure à peu près 3 minutes 30. Vous pouvez trouver la scène sur YouTube. D'ailleurs, petit mea culpa, chers auditeurs, je coupe 2 secondes. On va essayer de mettre à jour notre YouTube et essayer de vous remettre toutes les scènes
tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aller regarder sur notre chaîne YouTube. On avait commencé à le faire, c'est de ma faute, donc il faudra qu'on continue là-dessus. Bref, donc le combat commence contre ce mec-là, et ils vont commencer à enchaîner les coups, et c'est là-dessus où je trouve que c'est la scène la plus intéressante, parce que là où il y a le plus d'arts martiaux, et c'est là où il se bagarre le mieux, mais elle est quand même assez saccadée, parce que la moitié du combat, il va être un peu dominé par son adversaire, qui va le surprendre par ses pieds, par tout ça, et à un moment donné, quand il va commencer à se lâcher, et là, ça va être la déferlante, quoi. C'est là où on va avoir le droit à son enchaînement de coups de poing à la vitesse de l'éclair. C'est ultra jouissif. Il va nous gratiner de quelques coups de pied à la tête, quelques petites clés, tout ça. Et il va finir par faire un dernier enchaînement où il va le mettre KO. Et cette scène-là, elle est assez dingue. Et ça va se terminer. La fin du combat est un peu moins bonne, mais elle est aussi intéressante. Il va se retrouver à avoir les deux qui vont lui sauter dessus en même temps. Et il va quand même réussir à en découdre et justement venir à bout de ses adversaires et faire cracher le morceau au Coréen, parce qu'il cherche à avoir une information capitale. Comme je disais, c'est une scène un peu forcée, mais franchement, visuellement, elle est quand même plutôt sympa. Elle n'est pas parfaite au niveau du fait de la manière dont elle est shootée. Ouais, elle est un peu aux fraises des fois la réal là-dessus, mais globalement c'est quand même loin d'être honteux, c'est loin de ce qu'on a pu voir par le passé dans certains films. Ça reste quand même une bonne scène qui fonctionne bien et qui est vraiment cool. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, parce qu'on l'a choisi à deux, cette scène, mais c'est vraiment chouette, quoi. Moi j'adore, il y a un moment dans cette scène-là que j'adore, c'est quand il tourne sa chevalière. Je trouve que tu vois, tu te dis, bon allez c'est bon, il va en découdre, et justement il y a un truc qui est plutôt cool, c'est il la tourne et il la met dans sa poche. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, si tu veux, cette chevalière-là, c'est son maître de... C'est Monsieur Kim, ou est-ce que c'est son maître de Kempo qui lui a offert? Il y a un côté doux et un côté bad guy. En fait, c'est un peu le yin et le yang, ce truc-là. Quand il est en phase, comme il l'a là, il est calme, et quand il commence à avoir recours à la violence, puisqu'en fait c'est tout le running gag, c'est un peu tout le truc du film, c'est que Jeff Speakman jeune a du mal à gérer la violence. Et on le met aux arts martiaux justement pour arriver à canaliser sa violence. Et en fait, ils ont fait une sorte de... Par le biais de cette bague-là, ils ont fait un peu cette symbolique que quand la bague, elle est dans le bon sens, il est calme. Et quand il la passe avec le côté où il y a un dragon qui ressort, et c'est là où justement il peut libérer sa haine et sa violence. Donc symboliquement, il tourne sa bague pour libérer la violence, il la range dans sa poche, parce qu'il ne veut pas blesser l'adversaire avec ça, parce que ça serait un peu illégal, pas illégal, mais ça avantagerait le combattant, et pour justement être dans le respect des arts martiaux, et se mettre avec le mec qui fait du taekwondo. Mais du coup, non mais cette scène-là, elle est vraiment bien, et puis le côté réaliste où il va perdre au départ, il va se faire défoncer, il va être surpris, il va se faire surprendre par son adversaire est beaucoup plus... au départ beaucoup plus doué que lui, plus de technique, et je trouve qu'en fait le fait qu'il va utiliser en gros il va être un peu plus stratège dans ses mouvements pour pouvoir atteindre son adversaire, c'est-à-dire que pour pouvoir atteindre son adversaire il va lui falloir du temps. En fait, je pense qu'il va analyser aussi les coups de son adversaire, la rapidité des coups, les jeux de jambes et tout ça, pour ensuite le défoncer. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, ce qui est plutôt bien, c'est que dans d'autres films où il y a des combats à 2, à 3, le héros s'en sort indemne. Là, en fait, même s'il va fracasser le boss, et du coup, il y a les deux sbires qui arrivent, et ils vont lui mettre sur la gueule, et il va s'en prendre plein la tronche, et là, il est obligé de tout recommencer. C'est-à-dire que là, il se dit, ok, j'en ai eu un, mais je vais devoir travailler sur les deux. Et je trouve que déjà, ça, c'est plutôt cool. Après... tu parles de la réalisation, je trouve que on est tout simplement sur Kickboxer, en fait, on bouge pas, c'est vraiment la réalisation de Kickboxer, Marc Dissal. Moi je trouve que quand même au niveau c'est un peu en dessous quand même. C'est peut-être un peu en dessous parce que et encore je sais vrai. Ouais, peut-être. Moi, j'accorde une importance assez relou là-dessus. C'est que j'aime bien voir des jolis impacts au visage quand t'as un coup de pied qui est lancé. Oui. Et si tu me cut avant l'impact, ça me fait chier parce qu'en fait j'ai envie de le voir l'impact. Moi, j'ai pas envie d'avoir un hors-champ ou un contre-champ, j'en sais rien, qui fait que tu ne vois pas le coup de pied. Et il y en a quelques-uns quand même. Alors il y a quelques beaux coups de pied. C'est pour ça que je te dis qu'elle est un peu aux fraises et qu'il y a des choses à sauver. Il y a quelques coups de pied qu'on les voit toucher le visage, mais sur certains plans, t'as le cut au moment où il faut pas, quoi, et c'est dommage.
Ouais, alors après, ouais, je suis d'accord pour ça, mais bon, ok, Je suis c'est... tatillon, hein. Non, non, Je mais, suis tatillon. non, mais après, c'est vrai que c'est une scène qui est ultra cutée, ça c'est sûr et certain. Après, il y a du double punch qui se trouve là, c'est la technique qu'utilisait Van Damme pour Bloodsport. Et ouais, je suis un peu moins dur sur la réalisation de Mardi. Ça, je suis un peu plus dur sur le reste du film, sur la réalisation qui est, bon, pas du tout innovante et un peu chiante. Non, c'est conventionnel. Ouais, mais je trouve que pour cette scène-là, bon, il se sort un peu les doigts et tu te dis, bon, bah, c'est plutôt cool ce qu'il fait. On reconnaît un peu le travail de Marc Dissal. Après, C'est pour ça qu'on l'a gardé, hein, d'ailleurs. Ouais, C'est pour ouais, ça on qu'on l'a a choisi gardé, cette scène-là plutôt ouais. qu'une autre. Hein. Ah ouais, totalement, totalement. Et donc, du coup, ouais, je trouve que c'est une super scène, ouais. C'est vraiment une super scène. C'est vrai que le film, donc petit fun fact, il est dédié en fait à Ed Parker, parce que, est-ce que tu savais, donc son maître est mort assez jeune, hein, il est mort à 59 ans d'une crise cardiaque. Qu'est-ce qui a donné envie, et qu'est-ce qui a donné aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, les connexions de Jeff Speakman avec le monde hollywoodien, c'est que Ed Parker a fait des films de kung-fu, il a joué au cinéma, et d'ailleurs franchement c'était plutôt pas mal, hein, ce qu'il faisait. Il y a une scène qui est montrée, qu'on voit justement dans Art in Action avec Scott Adkins, où franchement il vraiment bon. Et normalement, dans ce film-là, Ed Parker devait jouer le rôle du prof. Oui, exact, tout à fait. Donc il a été remplacé par un autre acteur, mais du coup, comme il est décédé, il n'a pas pu prendre son rôle, et il est décédé en plein pendant les castings. Donc voilà, c'est comme ça, c'est triste, mais ça aurait eu encore une autre saveur si on avait le Ed Parker qui donnait les leçons de Kempo au jeune Jeff Speakman. Voilà, parce qu'il y a un peu de lui quand même là-dedans. Mais ouais, c'est un chouette film qui est peut-être le meilleur, peut-être le seul, en tout cas film qui vient défendre l'American Kempo ou le Kempo Karaté, parce que j'en ai pas vu d'autres jusqu'à présent, pareil. J'ai pas l'impression. Si vous en connaissez, auditeurs, dites-nous, mais à ma connaissance, je pense que dans le monde du cinéma, il n'y a que Jeff Speakman pour porter ce type d'art martial. Dernier truc avant de conclure, et là je vais te poser une question, ça va être plutôt drôle. Le compositeur c'est Gary Chang. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a composé d'autre comme musique de film? Alors il a composé Piège en haute mer, ouais, coup pour coup. Ok. Et Double Team. Ah ouais, ok. Ouais. Bon, après, ouais. Après on lui accordera aussi l'île du Dr Moreau de John Frankenmeyer. Il y a aussi The Substitute, le flic de Miami, Dead Bang, et le Temple d'Or avec Chuck Norris. Ouais, monsieur. Donc, alors tu vois, ces films-là, c'est les films que j'aime bien globalement, tous ceux que tu as cités. Mais pour autant, toi, j'ai pas de thème marquant qui me vient comme ça. Le thème de coup pour coup, je suis incapable de le ressortir. Ouais, moi non plus. Tu vois, c'est... Ouais, ok. Mais c'est pas désagréable, mais c'est fonctionnel, on va dire. Ouais, voilà. Ouais, c'est un score plutôt fonctionnel qui colle bien avec le film. Tu vois, on parlait tout à l'heure, je trouve que pour une fois, on va revenir encore à David Michael Frank, puisqu'on en a parlé dans Les Griffes du Dragon Rouge, et puis on a même droppé sur la défensive. Putain, j'ai encore les thèmes dans la tête, quoi. Ouais. Quand tu me dis c'est film, j'ai le thème principal, parce qu'il est martelé, parce qu'il revient souvent, mais au moins, ça reste. Ouais, c'est fou, parce que tu l'avais pas trouvé. Mais du coup, on va passer... Va te faire pip. Non, en tout cas, voilà, c'était un super moment ce film L'arme parfaite. Alors compliqué à trouver, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'il est disponible sur Dailymotion en version complète. Alors non, il est disponible en location sur Prime Video. Ah bah donc c'est pas la version longue, okay, c'est malheureusement la version de 1h20 là. Ok. Trop cool. J'espère un jour qu'on arrivera à le trouver en DVD ou en Blu-ray dans sa version longue. Encore une fois, c'est des trucs qu'on aimerait avoir. Comme je vous dis, il y a le comment dire, il est disponible pour le trouver via Amazon pour une vingtaine d'euros, mais il faut rajouter, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il faut rajouter 5 euros de frais de port parce que c'est comment dire, c'est de l'étranger, quoi, hein, il vient des États-Unis. Donc, mais pour le coup, j'ai pas la durée du film, tu vois, sur le truc. Il est annoncé 85 minutes. Donc 85 minutes, ça fait quoi? Ça fait 1h25. Donc ça n'a pas l'air d'être non plus la version longue. Donc c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Très compliqué.
En tout cas, Ouais. une chose est sûre, c'est que nous avons terminé avec cet épisode. C'était vraiment un super moment de parler de Jeff Speakman. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode, mon cher Seb. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous réservez aux épisodes. Vous êtes vraiment extra. On vous fait des bisous. Ouais, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao tout le monde.